Gilles Dufresneau, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille. Vous êtes chercheur associé au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'information internationale. Et vous publiez ce livre au titre un petit peu intriguant, « Les pauvres vont-ils révolutionner le 21e siècle ?» Point d'interrogation, transcender le capitalisme. Et c'est aux éditions Atlante. Alors, qu'est-ce que vous entendez par ce titre, « Les pauvres vont-ils sauver le 21e siècle » ? Alors, évidemment, le titre porte le titre de révolution. Il ne s'agit pas évidemment d'une révolution violente. Il s'agit simplement de dire que nous sommes en plein bouleversement du capitalisme. Le capitalisme subit une mutation profonde, très importante. Et le plus souvent, quand on regarde les choses historiquement, chaque fois que vous avez des mutations qui ne sont pas simplement des mutations technologiques, ces mutations s'accompagnent d'un changement des rapports sociaux, dans les rapports sociaux. Alors donc la thèse qui est défendue dans le livre, c'est de considérer qu'il y a une catégorie d'acteurs qui vont être fortement impactés par ces mutations, qui sont les personnes pauvres en général et les personnes qui souffrent d'inégalités. Et l'idée, c'est que plutôt que d'attendre une solution qui vienne du haut ou des autres, eh bien, il est possible que les pauvres impriment en fait, de nouvelles façons de produire, de consommer, d'échanger, imprime ça au capitalisme, de telle façon que le capitalisme qui arrivera, là, qui arrive d'ici 5-10 ans, eh bien, leur soit un petit peu plus favorable. Donc, je donne des exemples sur le rôle très important des innovations frugales, qui sont des innovations qui n'exigent pas beaucoup de moyens, des innovations qui permettent de répondre à des besoins ciblés dans les pays. Je donne aussi les exemples de l'économie de partage, l'économie collaborative qui se développe très fortement et qui permet finalement d'avoir accès à un certain nombre de services et de produits sans nécessairement être très très riche. Voilà. Alors, on a longtemps cru que les pauvres allaient sauver le 21e siècle parce qu'une classe moyenne allait émerger et allait prolonger l'expansion d'une société de consommation planétaire, on va dire. Est-ce que cette idée a vécu selon vous ? Alors, les classes moyennes restent importantes parce que la taille d'une classe moyenne, ça donne un petit peu une indication grossière de la capacité d'un pays à réduire plus ou moins sa pauvreté. Bon, simplement, le point important, c'est que dans un certain nombre de pays d'Amérique latine, d'Afrique, ce dont on s'est aperçu, c'est que les classes moyennes pouvaient bénéficier pendant un certain moment des dynamiques de croissance et puis, pour des raisons structurelles, leur taille se réduire. Bon, donc ça veut dire que ce qui est important, c'est d'avoir une croissance ou un capitalisme qui modifie en profondeur en fait les structures, les manières de fonctionner. Et il se trouve malheureusement que dans un certain nombre de pays, ce n'est pas encore le cas. Lorsque vous avez des pays, encore une fois d'Amérique latine ou d'Afrique, voire d'Asie, dont la dynamique en fait, de croissance repose principalement sur le fait que ces pays exportent des ressources naturelles, mais continuent à importer énormément de l'extérieur, les biens qui sont consommés, les biens d'équipement. Ça peut marcher à un certain moment, mais très rapidement, on est rattrapé par la conjoncture internationale. Il suffit qu'il y ait un effondrement des prix et évidemment, les premiers à en souffrir, ce sont justement les premiers qui en bénéficient, c'est-à-dire les personnes de la classe moyenne. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait dire, avec un petit peu de provocation, que le capitalisme occidental ne peut pas survivre sans pauvreté ? On pourrait citer un nombre innombrable de multinationales qui ont bâti leur succès justement sur cette stratégie d'optimisation à bas coût de la production dans les pays émergents. Alors c'est une question qui est formidable, c'est une question qui est très intéressante parce que, si vous voulez, aujourd'hui, on a l'impression qu'on touche un petit peu les limites en fait de ce capitalisme qui s'emballe. Il s'est toujours transformé historiquement, mais qui s'emballe simplement parce que nous en sommes aujourd'hui à un point où ce capitalisme engendre deux hypertrophies. D'un côté, on a des excès de consommation, excès dans la sphère financière, etc. Et puis de l'autre côté, on a également des excès dans la pénurie. On a un très grand nombre de personnes qui sont pauvres, on a des inégalités qui recommencent à augmenter. La grande difficulté, c'est que lorsque vous avez une polarisation, c'est-à-dire une hypertrophie, soit dans le manque, soit dans les excès, eh bien, ça soulève à un moment donné la question de la soutenabilité sociale. Ça veut dire qu'à un certain moment, ça n'est pas supportable pour les personnes qui vivent. Et alors là, il faut soit réfléchir, essayer de transformer le système de l'intérieur, soit ça peut
engendrer des conflits sociaux, voire des révolutions sociales importantes. Alors vous avez parlé de polarisation. La polarisation, elle correspond bien aussi au profil de l'économie numérique, puisque cette économie numérique se caractérise par une polarisation des emplois entre les tâches à forte valeur ajoutée et les tâches à faible valeur ajoutée. Dans ce contexte, ça semble quand même de plus en plus difficile d'inclure les pauvres dans ce schéma. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir, je fais encore un petit peu de provocation, à des systèmes alternatifs du type revenu universel par exemple ? Alors oui, le revenu universel, vous savez, c'est important, mais pendant les phases de transition. C'est-à-dire que justement, le fait qu'aujourd'hui on ait une économie qui se transforme doit être pour nous une opportunité de donner à chacun, de privilégier ce qu'on appelle les égalités d'opportunités, de donner à chacun la possibilité de se former, la possibilité de s'approprier les nouvelles technologies, par exemple, qui arrivent. C'est vraiment une façon de procéder. Et redistribuer ou récompenser, rétribuer chacun grâce à un revenu universel, c'est une bonne idée, mais ça ne peut pas être une solution éternelle. Vous voyez, ça peut naître une solution durable. Tout à fait. Il faut vraiment, au contraire, essayer d'aider les gens à acquérir des compétences, des qualités. Et donc ça peut être du ressort des États, justement, mettre en place des politiques de formation pour accompagner le changement qui a lieu actuellement. Eh bien, merci beaucoup, Jules Dufresneau, de cette présentation. Merci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je renvoie à votre livre « Les pauvres vont-ils révolutionner le XXIe siècle ?» C'est à lire aux éditions Atland. Merci encore. Merci, à bientôt.